tous. Alors, ne m'en voulez pas sur la technique, je vais faire mon maximum. Hop. Voilà. Donc, avant tout, merci Horeca, merci à l'ARS de nous inviter à nouveau pour cette deuxième journée régionale. Nous avions participé l'année dernière déjà à ce premier exercice. Cette année, nous avons proposé donc, à l'ARS et Horeca de vous présenter en complément de cette présentation au dispositif d'évaluation une recommandation. L'idée, au-delà de la présentation de la recommandation que vous fera Alexandre Labelle, chef de projet au sein du service recommandation, c'est bien d'identifier effectivement le lien avec le référentiel et la lecture transversale de ce dernier au regard des recommandations qui sont publiées par la HAS. On va vous faire cette présentation à deux voix. Une première partie qui sera... je pense que ça va être plus simple comme ça. Une première partie sur les bilans et perspectives du service évaluation et les projets à venir 2025-2026. Je vous présenterai la démarche évaluative dans le champ social et médico-social, les grands concepts et objectifs du dispositif. Noémie vous présentera les méthodes d'évaluation et les outils. Et je terminerai sur la partie le cycle évaluatif, effectivement avec les suites données au dispositif. Et Noémie terminera sur un focus un peu plus général des éléments effectivement autour de cette belle région de Bourgogne-Franche-Comté. Alors, bilan et perspectives 2024, c'est un service évaluation donc au sein de la direction de la qualité sociale et médico-sociale de la Haute Autorité de Santé qui est en structuration avec ce nouveau dispositif. Un premier élément autour de l'accompagnement des organismes évaluateurs. On y reviendra un peu plus tard dans la présentation en termes d'organisation. Avec effectivement au cours de l'année 2024 et de cette structuration la nécessité d'améliorer nos délais de réponse. On reçoit effectivement entre 1000 et 1500 mails par mois. Donc on essaie effectivement de réduire au maximum nos délais de réponse si vous avez des questions sur l'évaluation, sur SINAE, sur toute nature ou autre demande susceptible d'être rencontrée. Donc aujourd'hui, sans trop m'avancer, on est autour de 48-72 heures de réponse de vos demandes quand il peut y avoir des problématiques un petit peu urgentes dans le cadre d'une évaluation. 2 fiches techniques qui ont été produites sur le début 2024 et fin 2024, celle sur le CVS, qui expliquait effectivement si vous étiez ou non soumis au CVS, donc rédigé avec la DGCS, effectivement sur les éventuels flous que ça pouvait y avoir sur cette question. Une fiche sur la cotation, on y reviendra tout à l'heure, qui a apporté un certain nombre de précisions sur la méthode de cotation dans le cadre de l'évaluation. Un questionnaire adressé aux organismes évaluateurs réalisé en fin d'année 2024 également pour identifier les besoins, les perspectives d'amélioration et la manière effectivement dont on peut les accompagner. Renforcer l'information et l'actualité du service via des emailing auprès des référents. On a un gros sujet auprès des ESSMS, qui est notre cible première quand même, avec effectivement la nécessité de mieux communiquer avec vous. Donc ça sera une de nos perspectives pour l'année 2026. Des évolutions sur SINAE, je ne vais pas rentrer dans le détail. SINAE, c'est notre système d'information sur lesquels les évaluations sont réalisées, que ce soit les auto-évaluations, les évaluations par les évaluateurs, et sur laquelle effectivement s'organise tout le processus de l'évaluation. On y reviendra un petit peu plus tard. Réalisation et perspectives 2025 et même 2026. Cet été est paru effectivement un certain nombre d'évolutions du dispositif, notamment la fiche pratique numéro 3 du manuel d'évaluation, qui a apporté un certain nombre de précisions méthodologiques autour de la séquence accompagné-traceur. On y reviendra aussi un petit peu plus tard dans la présentation. Le paramétrage des évaluations multisites, multi-SSMS, qui était une fiche qui était particulièrement attendue au regard des besoins identifiés par les structures. On détaillera aussi. Une fiche sur la protection des données qui va être publiée a priori d'ici la fin du mois. Sur effectivement les bonnes pratiques autour de la protection des données sur les rapports. Et une fiche également d'ici la fin de l'année sur l'utilisation de la cotation non concernée, qui pose aussi parfois un certain nombre de questions d'ici la fin de l'année.
Un outil sur la révision de la structuration des rapports. Alors, a priori, vous n'avez pas encore réalisé votre évaluation, mais on travaille actuellement sur la restructuration du rapport en termes de présentation, qui puisse être plus lisible, plus accessible, plus compréhensible. Aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Voilà, je vois beaucoup de têtes qui acquiescent des collègues. En tout cas, c'était nécessaire de pouvoir le revoir de manière à ce qu'il puisse vous être le plus adapté possible. Une lettre d'information d'ICASM qui va probablement commencer en 2026, qui sera commune SESR, service évaluation et service recommandation, sur l'ensemble de nos travaux. La mise en place d'un club SINAE, c'est en cours aussi de programmation, à la fois pour les organismes évaluateurs, mais aussi pour les ESSMS, sur la partie auto-évaluation, vous pouvez commencer, et aussi dans le cadre effectivement de l'utilisation du système d'information. Le lien avec les évaluations et les recommandations de bonne pratique. Le manuel a été actualisé cet été, non pas sur la partie critères, objectifs, mais sur la partie plutôt recommandations et références qui sont indiquées. La mise en lien des critères dans les RBPP, ça sera l'exercice tout à l'heure d'Alexandre. La démarche d'évaluation dans le champ social et médico-social. Là, je vais passer rapidement, mais en tout cas, les fondements de l'évaluation autour de la loi du 2 janvier 2002, effectivement, qui a introduit l'obligation pour les ESSMS de procéder à l'évaluation de leurs activités et la qualité des prestations. Donc ça, c'est une disposition qui existe depuis de nombreuses années, en tout cas sur le Code de l'action sociale et des familles. Et l'organisation du dispositif a été confiée à la HAS afin d'établir effectivement la procédure, le dispositif, les outils qui sont de différentes natures, afin qu'effectivement ce dispositif puisse être centré sur la personne accompagnée. Les fondements de l'évaluation, ils reposent sur 3 grands principes. Apprécier la qualité des prestations délivrées par les ESSMS auprès des personnes accompagnées, c'est l'essence même du dispositif. Elle vise plus de 45 000 établissements et services sociaux et médico-sociaux identifiés au L312. On nous demande très souvent est-ce que je suis soumis ou pas à l'évaluation. Donc c'est ce qui fait foi effectivement en termes de référence. Et elle est réalisée tous les 5 ans par un organisme évaluateur indépendant accrédité par le COFRAC. On y reviendra aussi dans le détail. Une petite slide rapide sur la partie, effectivement, les 2 grands dispositifs au-delà des grandes missions de la HAS, portés par la HAS. Il y a d'une part la partie sur la certification des établissements de santé, que certainement un grand nombre d'entre vous connaissent, et le dispositif d'évaluation. La certification des établissements de santé, c'est la 6e itération qui a commencé depuis déjà 1999. Elle fonctionne de manière différente puisqu'elle est déterminée par la HAS, réalisée par la HAS via des experts visiteurs et décidée effectivement par la HAS par le biais de effectivement le portail également Caliscope. D'accord, c'est vraiment 2 dispositifs bien distincts. Et l'évaluation des ESSMS, avec cette première itération en 2022. On a mis l'HAS n'est pas l'opérateur de l'évaluation. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la HAS qui réalise les évaluations, contrairement à la certification. Des organismes tiers indépendants. Le calendrier des visites est bien déterminé par les ATC, pas par la HAS non plus. Et elle donne lieu à un rapport d'évaluation transmis à l'ensemble des ATC. Les objectifs de la démarche d'évaluation, c'est la fameuse image de la photo à l'instant T, avec effectivement la mesure du niveau de maturité de qualité de l'établissement, objectiver le niveau de qualité, c'est ce qu'on a écrit, dire le niveau de maturité de l'organisation déployée. Cette évaluation, elle doit servir effectivement d'outil de pilotage, de management, c'est un point de départ. Pour certains, c'est une continuité pour d'autres, ou en tout cas donner cette photographie à l'instant T dans la logique d'une démarche évaluative, itérative, de la démarche d'amélioration de la qualité dans les structures. Ne s'inscrit pas dans une logique de contrôle et d'inspection. J'y continue tout de suite, juste après. Les orientations stratégiques permettent à la personne d'être actrice de son parcours par les différentes séquences qui sont identifiées dans le cadre de la méthode, renforcer la dynamique qualité dans les ESSMS avec la mise en place du plan d'action, promouvoir une démarche porteuse de sens pour les ESSMS et les professionnels.
Des exigences qui reposent sur 4 valeurs fondamentales: le pouvoir d'agir des personnes, le respect des droits fondamentaux avec un certain nombre de critères attenants, l'approche inclusive des accompagnements, la personne est actrice de ses choix, de son projet, de sa vie sociale et de sa citoyenneté. La fiche pratique numéro 3 sur l'accompagné traceur a vraiment été élaborée dans ce sens, avec la nécessité et la volonté des pouvoirs publics et de la HAS de pouvoir vraiment donner la parole aux personnes accompagnées. La réflexion éthique, également des professionnels, sur leur fonctionnement, et effectivement dans une logique de bientraitance et de prévention des maltraitances. Je le disais à l'instant, l'évaluation n'est pas un contrôle. La mission d'inspection-contrôle est dévolue aux ATC dans le cas de constat d'un dysfonctionnement, d'un écart à la réglementation. Ordonner pour recommander des solutions pour y remédier. Ce n'est pas l'exercice de l'évaluation d'apporter des conseils ou d'un accompagnement spécifique à la suite de cette évaluation. C'est un contrôle de conformité aux normes bien spécifique et du rôle des ATC. Je le disais à l'instant, ce petit schéma il est intéressant parce que souvent, on met l'évaluation d'un côté et puis on se dit c'est l'évaluation et puis tout le reste, ça ne fait pas forcément sens. Et là, on a voulu montrer qu'effectivement, le PAQ, plan d'action qualité, il est réalisé, certes, l'évaluation, mais aussi le CEPOM, les inspections, les plans bleus, quand vous êtes concerné ou pas, les enquêtes de satisfaction, le suivi du CVS, les événements indésirables, le DUERP, les instances de participation, etc. C'est vraiment cette logique, un outil de pilotage, plan d'action qualité, et le sens qu'on y met effectivement derrière, avec cet outil, en partie, de l'évaluation. C'est un outil de pilotage, mais c'est aussi évidemment un outil de pilotage et de management. Manager par la qualité vise à promouvoir un sens des outils partagés dans un but de qualité d'accompagnement et de sécurité des pratiques professionnelles. Les professionnels doivent savoir ce qui est attendu d'eux, c'est la logique itérative de la démarche qualité, connaître les outils avec lesquels ils doivent travailler, ainsi que les bonnes pratiques, et comment le travail est évalué. Très souvent, en évaluation, les professionnels connaissent, savent faire, mais effectivement, c'est pas forcément formalisé, c'est pas forcément fait de la même façon sur l'ensemble de la structure, c'est pas forcément mis en œuvre effectivement de manière coordonnée sur l'ensemble de la structure. Et le SSMS va leur offrir effectivement l'objectif stratégique, un cadre, des ressources, des outils et une stratégie opérante. Je laisse la parole à Noémie sur la partie méthode d'évaluation et outils, où là on va rentrer un petit peu plus dans le détail des outils, la fiche pratique, la multi SSMS, pour vous apporter des éléments plus concrets. Bonjour à toutes et à tous. Oui, concrètement, l'évaluation, comment va-t-elle se passer? Donc, je vais vous présenter les méthodes et les outils de l'évaluation. Donc, les méthodes, comment votre structure va-t-elle être évaluée? Et les outils, quels sont les outils qui vont vous permettre de vous préparer aussi à l'évaluation en amont pour savoir ce qu'on va vous demander, ce qu'on attend de vous. Alors, les méthodes d'évaluation. Donc, vous voyez à l'écran, il y a une méthode, un chapitre, une méthode. Donc, le chapitre 1, comme l'a dit Cécile Berthelier, est centré sur la personne accompagnée, puisque dans ce nouveau dispositif, la parole de la personne accompagnée tient une place très importante. Donc, dans ce chapitre, vont être interrogées les personnes accompagnées sur ce qu'ils vivent au quotidien. Et dans ce même chapitre, en regard croisé, il y aura les professionnels qui les accompagnent et qui également parleront de leur accompagnement. Le chapitre 2, qui est centré sur les professionnels, donc là, c'est le traceur ciblé. Et donc là, les professionnels vont parler de leurs pratiques quotidiennes et également, en regard croisé, la gouvernance viendra apporter des précisions. Le chapitre 3, centré sur l'ESSMS, donc la gouvernance, c'est l'audit système. Et donc là, on va évaluer l'organisation générale de la structure et s'assurer que, de façon descendante, les pratiques sont bien réelles et qu'on maîtrise les attendus sur le terrain.
Dans ces 3 chapitres, vous allez devoir, en tant que structure, proposer des personnes, donc des personnes accompagnées, des professionnels et des membres de la gouvernance qui seront à même de répondre à ces entretiens. On reviendra un petit peu plus tard sur les profils qui sont à proposer. Donc, l'importance des regards croisés. Donc, vous voyez dans ces 3 chapitres, le besoin de confronter en fait les pratiques et le ressenti aussi de la personne sur son accompagnement. Donc, ce tableau représente bien ces 10 critères qui sont à part, qui sont là, mais voilà. Donc vous voyez bien que les professionnels, 92 critères, ça représente 59% des critères. Donc c'est une part très importante. Donc nous recommandons bien sûr, donc comme ils sont très sollicités, c'est une partie à bien anticiper dans la visite d'évaluation, les plannings, parce qu'évidemment les professionnels interviennent au quotidien, donc leur mission première c'est d'intervenir auprès des personnes, mais malgré tout ils vont être interrogés lors de cette évaluation. Cette partie est très importante, donc elle est à anticiper au maximum et bien sûr expliquer la démarche à chacun des intervenants, que ce soit les personnes accompagnées, les professionnels, la gouvernance. Donc vraiment, c'est plus l'évaluation est préparée, anticipée, et mieux c'est pour le jour J. Les outils. Donc les outils vont vous permettre de vous préparer et de savoir le jour J sur quoi vous allez être évalué. Donc le manuel d'évaluation, vous avez des fiches pratiques, vous les voyez à l'écran, donc il y a l'organisation de la visite d'évaluation, donc ça va vous préparer, ça va vous préciser ce qui est attendu, les champs d'application des critères, les méthodes, l'entretien avec les membres du CVS, parce qu'ils ont quand même une part importante, 10 critères lorsque la structure est soumise au CVS, le système de cotation, les critères impératifs, le rapport d'évaluation et les recommandations de bonnes pratiques. Donc toutes ces fiches sont des repères, vous aident à vous préparer et de savoir un peu ce qui va se passer. Donc les recommandations de bonnes pratiques, ce sont des aides, des guides, donc ce sont des propositions de prise en d'accompagnement au quotidien qui ont été elles ont été écrites par une triple expertise, que ce soit scientifique, professionnelle et bien sûr expérientielle, puisque la HAS ne travaille pas toute seule, que ce soit pour travailler sur les outils, les méthodes, mais également les recommandations de bonnes pratiques. Donc elle se base sur l'expérience des professionnels, des personnes, et elles vont aider à développer les organisations, les actions et surtout les postures. Donc elles proposent l'accompagnement le mieux adapté. Donc ce sont des propositions, des aides, et bien sûr elles s'adressent à tous les professionnels, mais pas que, indirectement tous les acteurs qui interagissent dans les structures en fait. Donc le référentiel d'évaluation, c'est un socle. Vous allez avoir tous les critères et il répertorie toutes les exigences à satisfaire par le SSMS. Donc c'est les éléments qui sont nécessaires à leur évaluation. Vous allez vous approprier ce référentiel et savoir vraiment qu'est-ce qu'on va me demander, comment on va interroger mes pratiques. Donc il a fait l'objet d'une élaboration concertée et d'une construction partagée entre, comme les recommandations, la HAS, les professionnels du secteur social et médico-social et les personnes, bien sûr, accompagnées ou leurs représentants.
Ce référentiel d'évaluation, donc il a 3 chapitres, 9 thématiques, 42 objectifs et 157 critères. Dans les 9 thématiques, vous voyez qu'il y en a qui sont communes aux 3 chapitres, donc sur la bientraitance, le droit de la personne, l'expression. Il y a une thématique qui est commune aux 2 chapitres 1 et 2, c'est la continuité et la fluidité des parcours. Et les 2 dernières, elles sont spécifiques au chapitre 3, puisqu'elles concernent la gouvernance, c'est les politiques des ressources humaines et la démarche qualité et la gestion des risques dans son ensemble. Donc c'est vraiment au niveau de la gouvernance que ça se passe. Cette partie est intéressante et importante parce que dans le manuel d'évaluation, vous allez avoir une fiche critères détaillée donc pour chacun des critères. Donc cette fiche, elle est présentée de la même façon pour tous les critères. Et c'est un repère pour vous parce que vous voyez quelle est la thématique concernée, l'objectif, le critère et le niveau d'exigence qui est attendu. Si c'est un niveau d'exigence standard ou impératif, le champ d'application, quels sont les ESSMS qui sont soumis à ce critère, et les publics. La partie en bas vous montre bien ce qui va être interrogé et ce sur quoi les évaluateurs vont se baser pour appréhender vos pratiques. Donc ce sont les éléments d'évaluation. Donc vous avez les entretiens, la consultation documentaire et bien sûr l'observation. On le rappelle et on est très attentif au retour que nous avons, c'est que l'évaluation n'est pas un contrôle sur pièce. Vous n'avez pas à fournir des éléments de preuve tout le temps. Les évaluateurs doivent regarder, et c'est pour ça que l'évaluation doit se faire in situ. Les entretiens en présentiel. Donc, là, il est très important de bien rappeler que c'est un ensemble, et l'observation, les entretiens qui sont très importants, que ce soit donc bien sûr la personne, les professionnels et la gouvernance, mais également tous les éléments de preuve qui pourront être donnés, mais pas que. Sur la partie droite, vous avez les références qui vont vous permettre légales et réglementaires qui vont vous permettre d'approfondir vos pratiques, de savoir sur quel, Alexandre le montrera tout à l'heure, quel est le lien qui est fait avec l'évaluation et ce sur quoi vous allez pouvoir vous baser et vous documenter pour améliorer ou pour sur un domaine particulier, améliorer les pratiques si sur un critère vous vous sentez un petit peu en difficulté. C'est aussi le moyen d'approfondir. Alors, l'entretien avec les membres du CVS, il y a 10 fiches, elles ne sont pas nouvelles, mais c'est pour tous les ESSMS qui sont soumis à l'obligation de créer un CVS. Ici, ce qu'on va interroger, c'est l'implication du CVS dans la vie de la structure et la bonne circulation des informations. Comment la parole de la personne est prise en compte, comment elle participe. C'est vraiment le fonctionnement de l'organisation en général et voilà, qu'il y a une bonne communication, des retours, des choses qui évoluent en fait et qui sont prises en compte. Ah, excusez-moi. Il y a la fiche pratique CVS qui est sortie en juin 2024, qui est venue préciser, notamment parce qu'il y avait beaucoup de questions sur les ESSMS soumis à l'obligation de créer un CVS. Donc c'est venu préciser les ESSMS qui étaient soumis à cette obligation. Et également des précisions sur la cotation, parce qu'il y a des conséquences. Quand la structure est soumise à la création d'un CVS, mais qu'elle n'en a pas, comment on cote? Elle a mis à côté d'autres formes de participation. Comment c'est coté, comment c'est apprécié et comment elle peut être valorisée dans cette pratique. Alors, les 157 critères, comment ils se décomposent? Comment ils sont un peu classés, on va dire? Il y a des critères génériques et des critères spécifiques. Les génériques, 129, toutes les structures y sont soumises. Tous les ESSMS, tout public confondu. Donc ces 129, ils sont tous soumis. Il y en a 28 spécifiques.
Donc, ils sont applicables en fonction du secteur, que ce soit social ou médico-social. La structure, est-ce que c'est un établissement ou un service? Ça change. Et le public. Comment on détermine ces critères spécifiques? Eh bien, toutes les structures ont un numéro FINES. Et en fait, ce numéro FINES, c'est la carte d'identité de l'ESSMS. Avant de commencer une évaluation, le numéro FINES doit être, en lien avec, concrètement, doit refléter l'adresse postale, la dénomination sociale de la structure. Tout doit être, tout doit corréler, parce que sur le système d'information SINAE, lorsque l'évaluation va être créée, vous allez mettre le numéro FINES. Et SINAE va reconnaître, absorber toutes les données FINES issues de la base FINES. S'il y a un décalage entre votre numéro et la base FINES, SINAE ne va pas reconnaître cette différence, ne va pas faire cette différence, et on ne peut pas forcer la création. Donc nous, on met une petite alerte avant, lorsque vous avez votre arrêté de programmation des évaluations, assurez-vous bien que le numéro FINES est correct. Parce que le changement, ça peut prendre du temps, et c'est vraiment la clé d'entrée pour commencer l'évaluation. Et ça déterminera aussi les critères spécifiques qui vont être appliqués à la structure. SINAE absorbe le FINES et va sortir tous les champs, tous les critères applicables à la structure, donc c'est très important. Les critères impératifs, ils sont au nombre de 18. Donc les critères standards, c'est 139 et c'est ceux qui doivent être satisfaits. Les critères impératifs, notamment, c'est tout ce qui est relatif au respect des droits, liberté, la gestion des risques de maltraitance et de violence. Vous les voyez apparaître, ces 18 critères impératifs doivent être totalement satisfaits. Donc, côté 4. S'ils ne sont pas côté 4, il y a des conséquences après, où un formulaire est généré pour montrer qu'il y a une attente particulière pour améliorer les pratiques, notamment ces 18 critères impératifs. Donc voilà, ils doivent être totalement satisfaits, c'est l'objectif. Sur la cotation, donc il y a 5 niveaux de cotation, plus 2. Je m'explique. Donc les cotations, c'est de 1 à étoile, 1 étant le niveau le plus faible constaté sur une pratique, et étoile, c'est la cotation qui va mettre en évidence une pratique qui va au-delà de l'attendu. Donc, vous pouvez être coté 4, c'est très bien, mais il y a aussi la cotation étoile, mais c'est vraiment à la marge, j'insiste, parce qu'on a vu des rapports où il y avait beaucoup d'étoiles, mais le niveau, c'est vraiment le niveau optimisé des pratiques. La cotation NC, donc non concernée, c'est donc quand vous avez vos critères standards, tout est spécifique qui apparaissent, il se peut, malgré tout, même si c'est en lien avec votre accompagnement, ce que fait la structure, il se peut qu'un critère ne soit pas applicable à votre structure, et c'est seulement à la marge que l'évaluateur peut coter non concerné. Attention, la cotation non concernée, c'est lorsque la structure n'est pas soumise, ne propose pas l'accompagnement et n'est pas soumise à cet accompagnement. C'est pas lorsque la personne n'a pas rencontré la situation au sein de la structure. C'est un petit peu différent. La cotation RI, c'est réponse inadaptée et elle est utilisée uniquement dans le chapitre 1 pour la personne. C'est lorsque la personne ne peut pas aller au bout de l'entretien. Lorsque la réponse n'est pas en lien avec la question, lorsqu'il y a un petit décalage, lorsqu'elle est fatiguée, lorsqu'elle veut faire une pause. Ces réponses inadaptées. La fiche cotation, elle a été revue en octobre 2024. Donc, juste avant, on voyait donc le système de cotation qui a été précisé en octobre 2024. En fait, c'est un appui qui précise bien les attendus, en fait. Les attendus, que ce soit pour la cotation 1, la cotation 4, qu'est-ce qu'on met derrière, quels éléments d'observation, d'entretien, d'éléments de preuve, qu'est-ce qui est attendu. En fait, par le constat que les cotations étaient très élevées, il a fallu venir préciser certaines choses. Et voilà.
Le point de départ, c'est une connaissance fine du secteur. On cote bien quand on connaît bien. Donc les évaluateurs qui connaissent bien le secteur cotent bien ce qu'ils voient, ce qu'ils apprécient sur le terrain. Et c'était le souhait de mettre en cohérence l'ensemble des éléments recueillis. Comme j'ai dit, c'est les entretiens, les observations et l'analyse documentaire. C'est une recherche de sens globale et qui donne de la pertinence à l'évaluation. Et bien sûr, toujours une exigence de traçabilité dans la continuité de parcours et de mise en œuvre des pratiques collectives et non individuelles. Alors, la fiche pratique numéro 3 du manuel, qui est communément appelée la fiche accompagné traceur. Comment conduire un accompagné traceur? Donc, elle est venue préciser des choses qui étaient attendues. Parce que dans cette, déjà la définition de la personne accompagnée, qui on sélectionne pour participer aux entretiens, qui peut réaliser et participer aux entretiens, les profils, parce qu'on attend des profils différents, qui reflètent les accompagnements, bien sûr le présentiel obligatoire, pas de mutualisation des entretiens miroirs. Les entretiens miroirs, c'est les entretiens qui sont faits avec les professionnels. On est venu préciser ça parce que les professionnels interviennent et évoquent leurs pratiques sur la personne qu'ils accompagnent. Mais ils ne peuvent pas faire un entretien pour 3 personnes en même temps et parler de leur accompagnement de façon mutualisée. Donc on est venu rappeler ces points. Et dans cette fiche, vous avez des retours d'expérience qui sont appréciés et qui permettent d'avoir envie aussi de se mettre dans la démarche, parce que c'est pas forcément facile, et de choisir et d'embarquer les professionnels, les personnes accompagnées dans cette démarche. Cette fiche, elle est venue préciser surtout la définition d'un ESSMS de petite taille. Parce que dans la précédente fiche, il était noté 3 accompagnés traceurs minimum pour les ESSMS de petite taille. Alors je crois qu'on a eu beaucoup de ESSMS de petite taille jusqu'à présent, parce qu'on avait beaucoup de rapports avec 3 accompagnés traceurs. Et donc, il a fallu préciser ce point. Donc, il y a des seuils. Des seuils, c'est 30 places. Et la fiche précise bien tous les accompagnés traceurs qui sont attendus par ces seuils. Voilà, le délai de prévenance, il était demandé de prévenir la personne le jour J. Donc là, on a allongé ce délai à 15 jours. Dans certaines structures, dire à la personne qu'elle est sélectionnée pour participer à l'entretien, ça suffit. C'est les retours d'expérience qu'on a eus. Mais parfois, 15 jours, c'est bien aussi pour qu'elle se prépare. Si elle est accompagnée, parce que c'est une possibilité aussi, prévenir la personne pour qu'elle puisse s'organiser. Mais la fiche est bien sûr publiée et vous pouvez retrouver toutes les nouveautés. Alors, les recommandations et bonnes pratiques pour sélectionner les accompagnés traceurs. Tout d'abord, expliquer la démarche pour donner envie aux personnes de participer à ces entretiens, de parler de leur accompagnement, de parler de ce qu'ils vivent en fait dans la structure, dans le service. C'est vraiment leur expliquer la démarche. Plus vous expliquez la démarche et plus vous aurez d'adhésion. Et c'est l'objectif. Identifier bien sûr des personnes qui aient des profils variés et qui reflètent en fait l'accompagnement. Essayez qu'il n'y ait pas de biais dans la sélection, que ce soit dans la communication, dans les approches diverses et variées, et qu'il y ait vraiment cette diversité de profils qui rendra l'évaluation beaucoup plus riche. Anticiper, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est anticiper la visite et la préparer bien sûr le maximum et proposer qu'un tiers puisse être auprès de la personne pour la rassurer. Attention, le tiers ne répond pas à la place de la personne, mais c'est juste une présence pour rassurer et soutenir.
Une dernière partie sur le cycle évaluatif et le suivi du plan d'amélioration de la qualité. Ici, un rappel sur le cycle de l'évaluation, un schéma qui montre bien effectivement tout le processus. Une première partie qu'on recommande fortement pour se préparer à l'évaluation, c'est l'auto-évaluation, qui est un exercice effectivement qui permet aux structures de pouvoir s'approprier le référentiel, parfois d'être accompagné par un organisme tiers effectivement qui n'interviendra pas le jour de l'évaluation, de manière effectivement à être le plus opérant le jour J. L'engagement ensuite dans la procédure d'évaluation, via l'arrêté de programmation délivré par les ATC. La sélection de l'organisme accrédité et contractualisation avec effectivement des organismes évaluateurs indépendants qui sont autorisés à fonctionner par l'intermédiaire du COFRAC, qui est chargé de les contrôler et d'inspecter leurs pratiques au sein des structures, avec effectivement la mise en application de la norme 17020, si ça vous intéresse, et la mise en œuvre des outils HAS. L'évaluation de l'ESSMS par l'organisme accrédité, le jour J, via la planification, la création de la mission, etc., sur le système d'information. L'envoi du rapport de visite par l'organisme accrédité à l'ESSMS, par le biais de ce système. Je vais y revenir aussi sur la phase contradictoire et tout le processus. La transmission et la diffusion du rapport de l'ESSMS avec les différentes parties prenantes et le bilan annuel réalisé dans le cadre du rapport d'activité. Noémie l'a très bien expliqué tout à l'heure, sur un gros point de vigilance, c'est de s'assurer de la mise à jour des données FINES qui s'arrêtent à la création de la mission. Si le FINES n'est pas à jour, le logiciel ne reconnaît pas l'établissement, la mission ne peut pas être créée et donc on ne peut pas lancer l'évaluation sur cycle le jour J. Ça, c'est la première problématique. Et puis, je vais revenir un petit peu à la fin avec le sujet Caliscope également, autour de l'application FINES. Il faut impérativement que les données, certes plutôt administratives et générales, soient exactes pour pouvoir retrouver votre établissement le jour J, mais aussi sur la catégorie d'établissement. Ça, c'est très, très important. Et la HAS n'est pas en mesure de donner les catégories d'établissement des différentes structures. Là, c'est assez simple, un EHPAD, CPA, certes, mais c'est la prérogative, effectivement, de l'ATC de bien mettre à jour le numéro FINES pour le jour J. Et on ne force pas le logiciel de quelque manière que ce soit. Ah, ça se met en veille. C'est ça? Oui. L'auto-évaluation, j'en parlais à l'instant, une démarche volontaire, mais fortement recommandée quand même. Chaque ESSMS est encouragé à réaliser son auto-évaluation dans le but d'impulser une démarche collective et participative en vue de préparer cette photographie qui est à l'instant T, engager une dynamique d'amélioration continue de la qualité. Je pense par exemple aux services à domicile. Il y en a peut-être dans la salle qui sont entrés cet été dans le cadre effectivement du dispositif d'évaluation où il est parfois nécessaire de s'approprier davantage la démarche d'amélioration qualité. J'en profite, une petite parenthèse, pour vous rappeler ou vous informer en tout cas qu'un webinaire pour les SAD sera organisé le 13 novembre prochain, jeudi prochain, qui sera un peu plus focalisé sur les SAD et sur le fonctionnement et l'accompagnement effectivement de ces structures. Définir des actions d'amélioration de la qualité de l'accompagnement, rien n'empêche, on n'est pas obligé d'attendre évidemment l'évaluation pour pouvoir s'engager dans un processus d'amélioration de la qualité ou en tout cas l'améliorer s'il est déjà engagé au sein de l'établissement. L'auto-évaluation, elle est valorisée dans le référentiel à l'objectif 3.10. Le SSMS définit et déploie sa démarche d'amélioration continue de la qualité et gestion des risques, avec ici effectivement valoriser les actions d'amélioration mises en œuvre après une éventuelle auto-évaluation et toute autre action spécifique préalablement engagée. Un focus sur la partie définition d'une évaluation multi-USSMS. Une évaluation multi-USSMS, c'est une évaluation qui regroupe dans un seul et même rapport d'évaluation plusieurs entités géographiques, plusieurs finesses géographiques. Le principe sur lequel repose l'évaluation, de manière générale, c'est un finesse géographique, une évaluation. C'est ce qu'on a bien. C'est la clé d'entrée. La clé d'entrée, c'est pas l'arrêté, c'est pas la programmation, c'est le finesse géographique. C'est pas non plus le finesse juridique, c'est toujours le finesse géographique.
d'accord, y compris lorsque vous avez un arrêté, parfois, où il y a plusieurs finesses géographiques dans un même arrêté. Le contexte réglementaire, la mise en œuvre, la réalisation d'une évaluation multisite est soumise à l'autorisation express, immédiate, obligatoire, comme vous voulez, de l'ATC. La HAS n'intervient pas. C'est le rôle de l'organisme évaluateur de s'assurer, en amont de la démarche, en amont du dispositif, que l'autorisation de l'ATC a bien été obtenue pour la réalisation d'une évaluation multi-ESSMS. La multi-ESSMS, c'est la possibilité de regrouper plusieurs ESSMS au sein d'une évaluation. Si et seulement si, très important, les ESSMS sont gérés par le même organisme gestionnaire. Je pense par exemple aux GCSMS qui ont parfois des entités juridiques différentes. C'est pas possible. C'est vraiment le même finesse juridique, le même organisme gestionnaire qui peut effectivement demander la réalisation d'une évaluation multi-ESSMS. Et la programmation des évaluations est concomitante. Ça tombe sous le sens, mais parfois, effectivement, certaines ATC nous demandent, effectivement, il n'y a pas forcément la même temporalité qui a pu être choisie selon un certain nombre de critères propres à l'ATC au regard des spécificités des structures. Les prérequis d'une évaluation multi-ESSMS, je parais insister, mais c'est toujours mieux en le disant, l'autorisation formalisée d'une ATC pour y avoir passé quelques temps. Un projet partagé, une logique de parcours et des dispositifs intégrés, il faut que ça ait du sens, en fait. Avoir des structures qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre sur une multi-ESSMS, ça n'a pas de sens. Ni en termes de gouvernance, ni en termes de pilotage de la démarche qualité qui n'ont rien en commun parfois, et la nécessité d'une proximité géographique des ESSMS regroupés. Parfois, une évaluation de 3, 4, 5 jours, il peut y avoir des disparités géographiques, des kilomètres importants à réaliser. Quel sens ça a? Après, c'est effectivement à la main de l'ATC. Conserver le sens de la démarche évaluative, mieux encadrer la conduite des évaluations multi-ESSMS sur le plan méthodologique, c'est l'objet de la fiche qui a été diffusée cet été, qui apporte un certain nombre de précisions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est très technique, mais en tout cas, l'idée, c'est bien d'avoir, par exemple, une gouvernance mutualisée. Je sais pas moi, un foyer de vie, un FAM, un même directeur, il a cette politique qui est commune au sein des deux structures. Là, ça peut avoir tout à fait du sens de faire une multi-ESSMS. Garantir que les ESSMS regroupés puissent individuellement élaborer et nourrir un plan d'action. L'enjeu, c'est toujours le même derrière. Le but, c'est que ça ait du sens. Si on a plusieurs structures et qu'après, ça ne sert à rien, entre guillemets, pour les structures pour pouvoir réaliser leur plan d'action, en fait, aucun intérêt du dispositif. Sensibiliser les acteurs sur l'impact des évaluations multi-ESSMS en matière de démarche qualité et de publication des résultats. C'est ce qu'on a mis en rouge. Un rapport d'évaluation des résultats fusionnés. C'est les mêmes pour tout le monde. Donc on a un EHPAD, un FAM, loin de l'autre, deux directeurs distincts, on fait une multi-ESSMS, ils ont les mêmes résultats. Ça me semble compliqué. La présentation et la publication des résultats, principe de solidarité, je vous disais à l'instant, des résultats d'évaluation. Les résultats sont identiques, à la fois sur la moyenne des thématiques par objectif. Les extractions du rapport public sont les mêmes. Et donc la fiche qui sera apposée dans les locaux sera également la même. Là, on a mis résultats présentés par catégorie finesse. Il y a une toute petite annexe sur une multi-ESSMS par structure qui détaille quelques éléments. On demande évidemment, et c'est l'objet de la fiche multi-ESSMS, aux évaluateurs de bien mettre les spécificités quand ça a du sens sur chacune des structures, de mettre effectivement des éléments précis sur chacune des structures, d'apporter dans l'appréciation générale des éléments précis, de manière à ce que l'établissement, encore une fois, c'est un outil, c'est pas pour la HAS pour faire joli, c'est un outil pour les structures qui puissent s'en servir pour la réalisation de leur plan d'action, mais les résultats qui seront affichés seront bien fusionnés et solidaires effectivement l'un de l'autre. Une partie importante sur le choix de l'organisme évaluateur. Aujourd'hui, il y a environ 120 organismes évaluateurs autorisés à réaliser des évaluations. Un organisme évaluateur, il a deux statuts possibles. Il a un premier statut qui s'appelle la recevabilité opérationnelle favorable. C'est quand il commence son activité
Ça, c'est régi effectivement par un décret. Il y en a à peu près une trentaine aujourd'hui. Pour se mettre en conformité avec la réglementation au sens de l'accréditation et de la norme. Il est tout à fait habilité à réaliser des évaluations au même titre que les organismes évaluateurs accrédités. Et donc, il a 2 ans, au regard de la réglementation, pour se mettre effectivement en conformité avec les attendus de l'accréditation, qui sont les mêmes sur la ROF. Donc, c'est un processus qui est tout à fait établi avec le COFRAC. Donc, ce n'est pas un critère d'exclusion, effectivement, que l'organisme évaluateur soit accrédité ou non. Un nouvel organisme évaluateur qui arrive sur le secteur, il y en a régulièrement, peut tout à fait réaliser, puisqu'il y a quand même des conditions préalables, des prérequis qui sont effectivement validés par le COFRAC. La liste des organismes évaluateurs autorisés à intervenir dans les structures est disponible sur le site internet de la HAS. Elle est mise à jour tous les jours et actualisée effectivement et vérifiée très régulièrement. Le choix de l'organisme évaluateur, il est très important pour les structures. Certains organismes gestionnaires passent effectivement des contrats cadres, ils appellent ça, d'autres par des systèmes d'appel d'offres. Il faut rappeler plusieurs éléments. On a mis recommandations et bonnes pratiques. S'assurer de l'indépendance des organismes évaluateurs et de leur maîtrise des enjeux du secteur. C'est extrêmement important. Lorsque vous choisissez l'organisme évaluateur, en fonction de votre structure, du secteur dans lequel vous êtes, de votre territoire parfois, que l'organisme évaluateur puisse connaître vraiment la structure dans laquelle il va intervenir. Il y a des champs plus ou moins communs, ou en tout cas plus ou moins connus. Et il est très, très important que l'organisme évaluateur puisse connaître ce champ d'intervention pour mettre en avant les spécificités de vos structures. Ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut négocier, discuter, échanger au moment de la contractualisation, avant la mission. Ça, c'est très, très important. Élargir la mise en concurrence des organismes évaluateurs. Je vous le disais à l'instant, les organismes évaluateurs interviennent sur l'ensemble du territoire, peu importe le territoire d'accréditation et une mobilité des évaluateurs. Définir les attendus de la visite et du rapport sur la posture, la qualité des commentaires renseignés. N'hésitez pas à les questionner. Aujourd'hui, c'est un nouveau dispositif, c'est la première itération, mais il y a quand même une expertise qui est née auprès des organismes et effectivement un recul et qui puisse vous accompagner dans la mise en œuvre de l'évaluation. Faire porter le risque de non-accréditation ou de retrait sur l'organisme évaluateur, ça veut dire que c'est ce que je vous disais en introduction. Un organisme évaluateur qui est sous ROF, recevabilité opérationnelle favorable, est tout à fait apte, au même titre qu'un organisme accrédité, à réaliser les évaluations. Possibilité d'affecter une réclamation et signalement en cas de constat de non-conformité. Ça, c'est indiqué dans le cahier des charges de la HAS, qui est un des outils que nous avons. Les ESSMS ou les ATC, les deux possibilités. En cas effectivement de... C'est le mot non-conformité qui est le mot de la norme 17020. En cas de problématique, de réclamation, d'écart qui aurait pu être identifié, les ESSMS ont la possibilité d'adresser à la HAS un signalement. Ce signalement, il est traité par l'équipe du service évaluation qui réalise ensuite un certain nombre de contrôles de l'organisme évaluateur. La visite d'évaluation, les étapes clés, on l'a vu à l'instant, le choix de l'organisme évaluateur sur la liste publiée, le planning détaillé de la visite. Alors j'aurais dû le mettre en gras, défini conjointement entre l'organisme et le SSMS, ça mobilise beaucoup de monde d'une évaluation. C'est très prenant, les structures sont... Voilà, c'est très stressant pour toutes les structures, pour les professionnels. Ça mobilise beaucoup de monde, ça désorganise beaucoup de choses dans une structure. Donc n'hésitez pas à bien préparer ce planning. Les journées, elles ne sont pas extensibles jusqu'à 20 heures. Des fois, ça n'a pas de sens. Je sais qu'il y a des sujets de coût, je ne suis pas naïve. Mais en tout cas, ce planning, il est important d'être discuté et de trouver du sens, aussi pour les usagers. Faire des accompagnés traceurs à 19 heures, je ne sais pas si c'est pertinent. Ça doit dépendre des structures, en tout cas. Voilà. Mais n'hésitez pas à en discuter et vraiment à le préparer scrupuleusement avec l'organisme. 6 grandes étapes autour de la visite d'évaluation. Ça, c'est des étapes qui sont détaillées également dans le manuel. La réunion d'ouverture,
étape incontournable de la structure qui réunit la gouvernance et l'organisme évaluateur, ou en tout cas le coordinateur de la visite et les évaluateurs. La visite de la structure, temps important, Noémie disait tout à l'heure, sur la partie des observations, par exemple. C'est un temps où l'évaluateur peut effectivement voir un certain nombre de choses, les affichages, l'organisation, le fonctionnement, peut-être des ateliers qui sont en cours. Voilà. C'est un moment important. On a mis dans la fiche pratique un petit focus sur le fait que parfois, dans certaines visites d'évaluation, ne pas hésiter au moment de la préparation. Certains usagers proposent de faire la visite, par exemple, avec l'évaluateur. Ça donne aussi une autre approche, un autre regard au moment de l'évaluation. L'évaluation dans la structure, selon le nombre de jours déterminés, les synthèses entre les intervenants qui interviennent à différents moments de la journée, ou en fin de journée, ça dépend. Le débriefing avec la gouvernance, le moment où souvent on parle des critères impératifs, et des moments pas toujours agréables, et le bilan de fin de visite, effectivement, sur la fin de l'intervention. La durée minimum de visite sur site, grand sujet, depuis le début du dispositif d'évaluation, que nous sommes venus préciser cet été également, et cet été on a été très productifs, qui indiquait effectivement un certain nombre de détails sur le déroulé, mais qui n'indiquait pas le nombre de visites d'une évaluation. Nous avons donc précisé sur le manuel, sur la fiche pratique numéro 1, la durée minimale de la visite est fixée à 2 jours. Donc on insiste sur le minimal, parce que vous vous doutez bien, la durée minimale fixée à 2 jours pour 3 accompagnés traceurs. Si on fait, comme on l'a expliqué tout à l'heure, plus d'accompagnés traceurs, bon, a priori on est tous logiques, on fait plus que 2 jours. Il y a les regards en miroir, il y a effectivement les temps qui sont foncièrement allongés, ou alors il y a plus d'évaluateurs. Alors là, ça dépend des organisations. À adapter, ça je vous le mets ici, et on va l'écrire dans la FAQ, puisqu'a priori c'est pas très clair encore sur l'ensemble des opérateurs. Selon la nature de l'évaluation et le nombre d'accompagnés traceurs, il est nécessaire d'adapter le nombre de visites sur site. Voilà, faire des journées à rallonge pour garder que 2 jours, ça n'a plus de sens, évidemment. Donc on l'a écrit comme ça, effectivement, dans la fiche. Ce qu'il faut garder en tête autour des actualisations qu'on a faites, c'est qu'on n'a pas pu tout changer. Tout n'est pas parfait, on est sur cette première itération. On reverra les fiches et l'organisation des fiches et du manuel et le référentiel sur la prochaine itération qu'on va travailler dès l'année prochaine. Donc on a apporté effectivement, en tout cas sur ce sujet-là, le minimum pour qu'il n'y ait plus aucune journée d'évaluation inférieure à 2 jours. Compte tenu du nombre de critères, c'est pas possible. Même une petite structure. 1 jour et demi, c'est pas possible. 1 jour encore moins. Minimum 2 jours. Donc le SI SINAE bloque ça également. Minimum 2 jours. La visite d'évaluation, recommandations bonnes pratiques, le planning d'intervention proposé par les organismes doit pouvoir être adapté, on l'a dit tout à l'heure, sur l'organisation et les contraintes de l'établissement, au moment de la contractualisation, pas au moment de la mission, de la création, une fois que c'est signé, mais bien avant de signer le contrat avec l'organisme évaluateur. Être attentif à ce que la qualification des évaluateurs attendus dans l'appel d'offres soit cohérente avec les professionnels mobilisés à réaliser sur site. Vous intervenez en protection de l'enfance, le minimum, c'est d'avoir des évaluateurs qui ont une expertise en protection de l'enfance. Ça tombe sous le sens, mais ça a un impact sur les cotations, sur la connaissance et sur les spécificités des structures qui sont les vôtres. Les critères impératifs, Noémie en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ça intervient en 2 temps. C'est si la cotation est inférieure à 4, les 18 critères impératifs. À l'issue de l'évaluation, lors du temps d'échange avec la gouvernance, un formulaire est complété par l'intervenant en fonction effectivement d'éventuelles investigations complémentaires, information de la gouvernance, et ça sera bien entendu intégré au rapport d'évaluation. Après la visite, il y a l'élaboration d'un plan d'action immédiat et obligatoire
pour les ESSMS qui seraient concernés, qui n'auraient pas atteint les 18 critères impératifs, qui doit être transmis à l'ATC, de manière à ce qu'elle puisse réaliser les investigations complémentaires attenantes. Voilà. Point très important et qui, je vais y revenir juste après, est affiché de manière publique sur Caliscope. Le plan d'action et les fiches critères, c'est ce que je disais à l'instant, c'est le fameux formulaire des critères impératifs dans la continuité immédiate de la visite si elles ne sont pas satisfaites, avec le formulaire qui est rempli via la plateforme SINAE en 6 étapes. Définir, et ça c'est effectivement c'est plus à destination des ESSMS. Dans cette logique, on voit la fameuse petite roue qui va bien avec l'idée des différentes étapes, définir les objectifs du plan, lister les différentes actions, les personnes et tout le processus effectivement assez classique d'élaboration de la démarche qualité au sein des structures. La phase d'observation et la réception du pré-rapport, quand la visite est terminée, les éventuels critères impératifs sont identifiés, le formulaire est rédigé. L'organisme évaluateur rédige donc le pré-rapport, une fois l'évaluation terminée, et le transmet à l'établissement. On a mis phase contradictoire, ça s'appelle comme ça dans le dispositif. Pour ceux qui ont connu les fameuses phases contradictoires avec les ATC avant les CEPOM, c'est un petit peu la même chose. C'est un temps extrêmement important pour les ESSMS. C'est le seul moment sur lequel vous pouvez vous exprimer, faire un retour effectivement sur l'ensemble de cette évaluation et sur les critères, sur les cotations qui ont été réalisées. Lire attentivement le rapport d'évaluation, formuler des observations en cas de désaccord. L'organisme évaluateur doit justifier les éventuels commentaires que vous avez pu réaliser, si et seulement si vous avez mis un commentaire. S'il n'y a pas de commentaire, il ne peut pas intervenir. Comme ça, c'est important de le garder en tête, et c'est ce que j'ai mis effectivement. Et j'avance un petit peu parce que je suis très en retard, il reste 5 minutes. Le rapport d'évaluation, ça c'est effectivement c'est la structuration. Je n'ai pas y passé beaucoup de temps puisqu'il va changer, donc ça ne sert à rien d'avancer dessus. Le rapport d'évaluation, publication et diffusion du rapport, je vais passer rapidement, ça c'est les dispositions, transmission, diffusion, autorité compétente, ça c'est de votre initiative, ça ne passe pas par la HAS. Par la HAS, c'est validé par les BSTINAE, d'accord, c'est transmis automatiquement, en interne et en publication. J'avance aussi, je voudrais parler Caliscope, juste avant. La publication Caliscope, les premiers résultats ont été diffusés mi-septembre pour l'ensemble des évaluations réalisées depuis le début du dispositif et se poursuit sur un rythme quotidien dans un délai de 90 jours après la transmission à la HAS. Une fois que c'est validé, que c'est clôturé par la structure, 90 jours après, c'est publié sur le site Caliscope qui est commun, établissement de santé, établissement médico-social. Le décret qui encadre la publication comprend une fiche identité de l'établissement, une échelle qualité, ABCD. Je pourrais revenir après si vous le souhaitez. En tout cas, pour le moment, vous n'êtes pas concerné. Vous avez des éléments en ligne avec une note méthodologique qui détaille effectivement l'ensemble du processus. Un rapport synthétique d'évaluation. Donc, c'est le rapport public. Juste un point d'attention sur le rapport public. Pour l'instant, ne sont pas publiées les observations des ESSMS. On a effectivement un sujet de protection des données, d'où la petite fiche qui va sortir bientôt. Donc c'est un point de vigilance quand vous écrivez les observations, puisqu'elles seront rendues publiques, dans un avenir assez proche. A priori, c'est plutôt sur des programmations 2026 aujourd'hui. Donc vous devriez être concerné sur la publication des observations, d'accord, qui seront rendues publiques. Ainsi que l'appréciation générale, mais ça concerne plutôt les organismes évaluateurs. Au plus tard 4 mois après la transmission du rapport à la HAS, une fois publié sur Caliscope, une fiche synthétique est disponible sur le site qui doit être affichée de manière accessible dans les locaux de l'établissement. Téléchargeables, 2 derniers rapports seront disponibles. Juste une petite mention sur plus aucune modification sur le rapport. Une fois que c'est publié, c'est publié. On ne change plus rien. Le site Caliscope récupère les données de Finesse, les noms de SINAE. D'accord ? Donc c'est vraiment une triangulaire. Finesse, SINAE, Caliscope. Les 3 doivent fonctionner effectivement, être bien à jour pour être publiés, ce qui peut parfois être problématique. On a encore 3 minutes sur le focus Bourgogne-Franche-Comté. Je vais prendre une petite minute pour vous communiquer les chiffres de votre belle région. Alors, pour nous, il y a eu 737 évaluations sur le territoire.
838 ESSMS. Pourquoi cette différence? Parce qu'il y a eu des évaluations multi-ESSMS. Et donc, nous avons moins d'évaluations que de SSMS évaluées. 393 dans le secteur social, médico-social et 344 dans le secteur social. 59 organismes ont réalisé ces évaluations, et sur le système d'information SINAE, nous avons répertorié 68 auto-évaluations clôturées, mais il se peut qu'il y en ait eu à l'extérieur du système, parce que vous pouvez faire votre auto-évaluation par différents biais sur différents supports. Donc là, voilà, on a juste ce chiffre. Quelques chiffres sur les cotations. Les notes sur 4, 3,64 pour le chapitre 1, 3,60 sur le chapitre 2 et 3,53 sur le chapitre 3. Ce sont les mêmes moyennes sur le national. Donc voilà, il n'y a pas c'est sensiblement les mêmes moyennes. Vous voyez les cotations par thématique. Donc sur l'expression de la participation de la personne, très, très bonne cotation. Droit de la personne accompagnée et accompagnement à l'autonomie. Donc voilà, vous avez le détail des thématiques évaluées. Et enfin, sur un petit focus sur les critères impératifs, ceux qui sont les mieux cotés, donc vous les voyez, ceux qui commencent par les professionnels, le chapitre 2, et les moins bien cotés, donc vous les voyez apparaître sur le côté droit. Il y a des critères qui concernent le chapitre 2, et bien sûr la gouvernance, le SSMS au niveau, voilà. Et c'est sensiblement les mêmes mieux cotés et moins bien cotés au niveau national. Donc voilà. Enfin, les liens utiles. Donc vous avez foire aux questions, les fiches pratiques. Il sera facile de cliquer dessus pour avoir le détail de ce que vous a présenté ce matin. Et en tout dernier, notre adresse pour nous contacter et qu'on puisse vous répondre à vos questions si vous avez besoin d'une aide pour la création d'une mission, un problème au numéro finesse. Enfin voilà, nous essaierons d'être très réactifs pour vous répondre et que vous puissiez réaliser les évaluations dans de bonnes conditions. Voilà.